Les podcasts du Figaro. C'est le passage entre le Cap Horn et l'Antarctique, où là, on a eu une tempête pendant 3 jours de 70 nœuds, donc 150 km/h de vent, des vagues de 10 à 12 mètres de haut. On se rend compte à notre échelle individuelle, on n'est rien. Et on se compare aux albatros qui vous passent devant et qui, eux, s'éclatent dans cet environnement incroyable. Cet océan, c'est une machine incroyable et qui prend des impacts de plein fouet, comme la pollution chimique, plastique, la température, évidemment, le bruit, etc., la surpêche. Bon. Et je crois que c'est cette humilité qu'apporte la mer, déjà, et qu'apporte encore plus les pôles, faut jamais la perdre de vue, en fait. Et si on arrive à la retrouver, en tout cas, peut-être qu'on fera plus avec la nature plutôt que contre. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés. Dans ce podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Alors aujourd'hui, nous allons partir en mer. On va parler protection des océans, science, aventure, art et poésie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain Troublé, directeur de Tara Océan. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous êtes un marin et un scientifique. Votre engagement qui vous anime depuis plus de 20 ans, c'est la protection de la planète et plus particulièrement des océans. Vous avez cette double casquette et ces deux passions. Tara, c'est d'abord le nom d'une goélette qui sillonne les mers depuis qu'une aventure familiale l'a repris. C'est aussi un projet ambitieux avec une double mission, la sensibilisation du grand public, des jeunes en particulier, à la nécessité de préserver les océans et la recherche scientifique. Depuis 2003, la goélette Tara a effectué 13 expéditions, puis a commencé à publier les résultats de ses recherches dans des publications scientifiques très reconnues. D'où remonte cette passion de la mer ? Alors, cette passion de la mer, je pense qu'elle m'a été communiquée par mon père, Bruno Troublé, qui a été barreur pour l'équipe de France, pour le Baron Bic à la Côte de l'Amérique en 80, 83, qui a fait les Jeux Olympiques 2 fois, qui était dans le monde de la voile assez connu. Et puis, toute mon enfance, quand j'allais le rejoindre en vacances, j'étais en bateau tout le temps. Et cette passion, en fait, elle vient de son père, qui lui était un fou de Méditerranée, et qui passait son temps, dès qu'il pouvait, pendant ses vacances, sur un bateau, dans les années 50, 60. Et ce bateau, à l'époque, s'appelait Tara, déjà. Ma passion, elle vient un peu de cet homme-là, et je crois qu'on est un peu tous pareils dans la famille. On ne n'est pas engagé, je crois qu'on le devient. Moi, j'ai toujours été... j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance à la campagne, près de la nature, en montagne, en Provence, en Bourgogne, en Bretagne. Et donc, j'ai toujours été sensible à cette nature, ces grands espaces. J'ai été sportif de haut niveau, la mer c'était la testostérone, c'était la compétition. J'ai participé à 2 Coupes d'Amérique, donc à l'époque. J'avais pas du tout conscience de la protection de la mer. Et même quand j'ai commencé Tara, que j'ai rejoint les 2 fondateurs que sont Agnès Troublé, dite Agnès B, et son fils Étienne Bourgois, surtout lui qui a eu au départ la volonté de lancer l'aventure. Je suis allé pour organiser les expéditions. Et cet engagement pour la protection de la mer, il est venu plus tard. Il est venu, déjà en prenant conscience de l'état de la planète, en échangeant de plus en plus avec les scientifiques. Et puis surtout, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je pense que c'est l'arrivée de ma fille en 2009, ma fille Fleur, et plus tard de mon fils Nemo, qui m'a fait réfléchir au futur. Et ma fille, elle va vivre jusqu'en 2100. Et en 2009, elle va venir jusqu'en 2100. 2100, c'est toutes les projections qu'on a aujourd'hui sur le futur, sur notre futur à tous. Toujours un peu tragique, ces projections. Et donc, ce tragique m'a saisi. Et si je donne autant d'énergie, de temps de ma vie à ce projet et à cet enjeu de la mer, aujourd'hui, c'est ça. C'est là que ça vient. Alors, ce projet, c'est Tara. C'est une aventure familiale, avant tout. Un magnifique bateau. Vous pouvez nous raconter ? C'est l'amour de la mer, c'est l'amour des bateaux. Et l'amour des bateaux, Étienne Bourgois, qui est mon cousin, a voulu racheter ce bateau, qui est devenu Tara aujourd'hui. Mais quand on l'a acheté, il appartenait à un grand marin néo-zélandais qui s'appelait Sir Peter Blake, assassiné à bord, malheureusement, en 2001. Et en 2003, Étienne propose de racheter le bateau à la veuve de Peter. Et elle accepte. Et c'est le début de l'aventure. Au début, pour
pour reparler de la mer aux gens. Agnès, elle a voulu accompagner et porter ce projet avec Étienne pour l'amour de la mer. Il faut parler de la mer aux gens. Cousteau est décédé depuis 5 ans, en 2003. Il faut reparler de la mer, et ouais, c'est pour ça que le projet a démarré. Et puis, moi, je l'ai rejoint dès le premier jour pour m'occuper de la technique, de la logistique, de tout ça, organiser ça. Je faisais ça à l'époque. Et puis voilà, et puis cette aventure elle continue. Étienne est président de la fondation aujourd'hui. Agnès est la première mécène fondateur de la fondation. Et on a été rejoint par beaucoup de gens depuis, beaucoup de scientifiques, et puis aussi beaucoup de mécènes qui nous ont accompagnés. Vous êtes aussi un scientifique et vous ont rejoint à bord de Tara énormément de scientifiques. Au départ, c'était l'intuition d'Étienne de travailler avec les scientifiques, de continuer à comprendre la planète. Puis c'est compliqué à mettre en place, une coopération avec la scientifique. Un projet comme ça, privé, qui travaille avec la recherche publique, c'était très compliqué. C'est pas automatique, en fait, pour monter ces projets-là. Et Tara, c'est vraiment devenu aujourd'hui un programme public-privé, c'est-à-dire que on a du mécénat privé, entreprise ou particulier, et puis on travaille avec la recherche publique, avec les chercheurs du CNRS en France, du CEA, de la Sorbonne, mais aussi avec plein de laboratoires dans plein de pays étrangers. À chaque fois qu'on part en mission, il y a 25 laboratoires impliqués de 10-12 pays. Il y a le MIT, il y a des laboratoires japonais, des laboratoires allemands, espagnols, italiens, américains, bien sûr, ou canadiens. Et c'est ça qui va rester, en fait. Quand on dépense des millions d'euros chaque année pour déployer des bateaux comme ça en expédition autour du monde, qu'est-ce qui reste à la fin? La communication? Je suis pas certain. Ce qui va rester, c'est l'éducation des enfants ou des gens aux enjeux de la planète. Et puis, c'est la recherche et la création de connaissances qui va rester pour l'humanité tout entière dans les années qui viennent. Donc, c'est vraiment l'héritage de ce projet, ça sera ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment mis l'accent sur cet enjeu d'explorer la planète et de partager cette planète. C'est ça qui va rester dans le temps. Donc, à bord, il y a des scientifiques qui font des prélèvements. Voilà, donc comment ça se passe à bord du bateau? Chaque mission où Tara part, en général, la goélette part entre 1 an et 3 ans sur un sujet. À l'échelle du globe, ces enjeux sont globaux, et donc la réponse et la science doit être aussi globale. C'est notre vision en tout cas. Et on prépare pendant 1 an à créer une équipe de scientifiques de laboratoire. Après, on met 1 an de plus pour préparer la mission, où on va aller, qu'est-ce qu'on va y faire, quel protocole, quelle recette, qu'est-ce qu'ils vont faire à bord, quels prélèvements ils vont faire, dans quel tube, etc., dans quel produit chimique on va mettre dedans. Au bout de 2 ans, on part en mission, et ces laboratoires qui ont tout préparé envoient sur le bateau des chercheurs et des postdoctorants, des étudiants d'ailleurs souvent, pour faire les prélèvements. Et tout ça se relaye à bord, non-stop pendant le durée de la mission, avec à bord du bateau des marins, les 6 marins de Tara, de la Goél Fondation, 6 scientifiques en général. Et puis on a 2 places particulières qui sont l'un pour un journaliste, reporter d'images, qui raconte cette aventure, qui partage, qui essaie de faire parler les scientifiques aussi, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont là en fait, pourquoi ils sont scientifiques aussi. Je crois que c'est important de le partager. Et puis aussi un artiste en résidence, c'est l'héritage d'Agnès, qui depuis toujours soutient l'art et la création, et qui ont été accueillis à bord pour partager l'aventure, un peu avec une feuille blanche, avec une carte blanche. Et c'est aussi une façon de raconter tout ça. C'est aussi, l'art est un langage universel, et je crois que c'est important de le promouvoir, de le faciliter, de l'encourager. Et en tout cas, c'est ce que portent Agnès et Étienne depuis toujours dans cette histoire. Donc, l'aventure Tara, c'est 2-3 personnes au départ. Aujourd'hui, c'est beaucoup de monde. Et sur la goélette en expédition, vous êtes ensemble. C'est un projet qu'on n'a jamais, que les fondateurs, et que même moi, maintenant qui dirige un peu le projet au jour le jour, c'est un projet qu'on n'a jamais voulu incarner. On n'a jamais voulu dire il y a un sauveur qui va vous dire quoi penser. On a toujours, et ça c'est tout à l'honneur d'Étienne et d'Agnès, toujours dit c'est un collectif, il faut faire parler les gens qui savent, il faut faire parler les marins. C'est une approche vraiment collective de la chose. Et pourquoi? Parce que c'est pas les individus qui vont changer cette planète et ce monde aujourd'hui, c'est collectivement qu'on va le faire. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, et je pense que le sujet, il est collectif, et que la solution, elle sera collective ou elle ne sera pas. J'ai entendu que le héros d'enfance d'Agnès B, c'était Robinson Crusoe. Quel est le vôtre? Moi, j'étais passionné des récits d'exploration. Il y en a un qui a été extraordinaire, il s'appelle Ernest Shackleton, qui est un marin qui a voulu aller au pôle Sud et qui a fait naufrage. Mais c'est un homme qui a ramené tous ses hommes. Personne n'est décédé, personne n'est resté sur le coup, perdu. Et ça, c'est un exemple pour moi incroyable de force de cet explorateur qui, dans la catastrophe, arrive à sauver tout son équipage du froid et des morsures du froid de l'Antarctique. Ouais. Ça, c'est un mec incroyable.
Vous avez beaucoup voyagé sur Tara. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient? J'imagine qu'il y a des millions de souvenirs. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans des coins incroyables de cette planète. Dans les pôles, évidemment. Les pôles sont des endroits qui marquent, mais aussi ces îles du Pacifique perdues au milieu de cette immensité que l'océan Pacifique, qui sont quand même des confettis qui sont vraiment prenants hein, quand on y va, quand on se rend compte du changement climatique et de la montée des eaux. On se pose vraiment des questions véritablement existentielles sur ces îles-là. La dernière expérience que j'ai eue, c'était d'aller en Antarctique avec Tara il y a un an, je crois, 1 an et demi. Ce qui m'a marqué, c'est pas vraiment l'Antarctique, c'est d'y aller. C'est le passage entre le Cap Horn et l'Antarctique, où là, on a eu une tempête pendant 3 jours de 70 nœuds, donc 150 km/h de vent, des vagues de 10 à 12 mètres de haut, et la goélette là-dedans qui se comportait de façon incroyable. J'étais en pantoufle dans le bateau, enfin, on se rend à peine compte que la tempête est dehors. Et surtout cette immensité, en fait. On est vraiment toléré dans ces coins-là, on se rend compte à notre échelle individuelle, on n'est rien. Et on se compare aux albatros qui vous passent devant et qui, eux, s'éclatent dans cet environnement incroyable. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'on n'est rien, et à la fois, quand on regarde les chiffres du GIEC, des experts du climat, en fait, on change tout. On est en train de jouer aux apprentis sorciers de cette planète, en train d'accélérer son changement climatique. On a fait augmenter la température de la planète d'1 degré. Donc on est super puissant, en fait. Et moi, ce que ça me dit, tout ça, c'est qu'en fait, on est très fort ensemble pour changer la planète, dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. On peut avoir un impact aussi fort, celui qu'on a aujourd'hui, dans l'autre sens, pour le bien commun et pour un meilleur futur. Ça m'anime. C'est ce qui me rend optimiste. C'est ce qui me rend et ce qui me donne de l'énergie tous les jours pour me battre pour ça. Parce qu'aujourd'hui, votre mission, elle est aussi à terre, à convaincre, à... Tout ce qui se passe dans l'océan, ça se décide à terre. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on pollue, tout ce qu'on surpêche, tout ce qu'on pêche mal surtout, tout ça, c'est décidé à terre, en fait. C'est dans les hémicycles, c'est un enjeu de l'ONU, c'est un enjeu de multilatéralisme, c'est un enjeu de connaissance, évidemment. La recherche au milieu de tout ça, c'est important. Et tout ça, ça se passe dans les hémicycles, ça se passe à l'ONU, à l'Europe, au Parlement français, au Parlement de tous les pays. Et c'est là que le combat se positionne, en fait. Et quelque part, par les jeunes d'aujourd'hui, c'est de les convaincre de l'enjeu qui arrive, hein, et aussi qu'on peut faire quelque chose. C'est de changer les lois aujourd'hui pour améliorer la situation. Toujours se poser la question de savoir où est-ce qu'on a un levier, où est-ce qu'on peut agir, en fait, où est-ce que ça a de l'impact, c'est d'agir. Et je crois que ce plaidoyer politique, au sens noble du terme, me semble être un des plus gros leviers qu'on a dans les mains aujourd'hui pour agir. Quelles sont, selon vous, les décisions concrètes les plus importantes qui ont été prises ces dernières années? Il y a la préservation de 30%. Tout le monde dit beaucoup, la Chine fait ci, fait mal, C'est quand même la Chine qui a tenu le marteau pour arracher à Montréal, il y a 2 ans, l'accord de Kunming-Montréal qui a ancré dans le droit international le besoin de protéger 30% de cette planète en 2030. 30% de la Terre, 30% de l'océan en 2030. Donc c'est très ambitieux. Est-ce qu'on va y arriver? Protéger comment? C'est la question. Est-ce qu'on protège bien? Est-ce qu'on protège juste sur le papier? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, surtout l'océan. Dans l'océan, il y a un sujet. Comment on protège mieux l'océan? Ça coûte cher. Et donc comment on trouve des moyens, des mécaniques, des financements pour protéger cet océan efficacement demain? C'est un des sujets. Mais il y a aujourd'hui un traité sur le plastique à l'international, à l'ONU. On négocie depuis 2 ans sur comment s'occuper de cette pollution plastique globale. Et on voit, comme d'habitude, des débats entre des pays qui produisent du pétrole et des pays qui n'en ont pas. Et c'est le débat qu'on voit à l'ONU sur le climat depuis toujours, qu'on retrouve aussi dans l'enjeu des polymères et des plastiques, parce que c'est ces mêmes pays qui les produisent. C'est surtout produit à partir du pétrole. Un des enjeux de Tara, une des missions que s'est donnée Tara, c'est aussi de communiquer, de partager auprès des jeunes et des enfants. Pourquoi est-ce que c'est aussi important et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? C'est hyper important parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça. Je crois que ça fait 15 ans qu'on croise des enfants dans les classes en France, francophones en tout cas, et qu'on leur parle de la mer et des enjeux de développement durable plus que de la mer. Ce qu'on fait avec les enfants, ça va plus loin que la mer en fait. C'est beaucoup plus large. Et c'est important parce que c'est les décideurs de demain, c'est eux qui vont consommer demain, c'est eux qui... Toutes les marques aujourd'hui qui vendent des choses s'intéressent à la jeunesse parce qu'en fait, c'est eux qui sont leurs futurs consommateurs et s'intéressent au futur. Et donc, il faut le faire aussi. C'est ce qu'on fait. Et il faut les sensibiliser à ces enjeux-là. Et donc, comment on fait? On a fait le choix, il y a 15 ans maintenant, de parler aux professeurs des écoles, dans les collèges, lycées et primaires, avec le ministère. Et donc, on a produit comme ça 5 ou 6 dispositifs pédagogiques
qui accompagnent les programmes, qui ne sont pas en plus. Et c'est pas que l'océan, c'est bien plus large, et je pense que l'océan est aussi bien plus large que lui-même, en fait. L'océan, on se rend pas compte, c'est pas que de l'eau, c'est pas que beau en Bretagne ou en Méditerranée ou dans les Outre-mer, c'est un endroit qui stocke du carbone, 40% de la planète, du carbone stocké chaque jour l'est par l'océan, qui produit l'oxygène, plus de la moitié de l'oxygène produit chaque jour est produit par l'océan, qui produit des protéines pour plein de gens. Et donc cet océan, c'est une machine incroyable et qui prend des impacts de plein fouet, comme la pollution chimique, plastique, la température, évidemment, le bruit, etc., la surpêche. Bon. Donc il faut le préserver parce que ça couvre 70% de la planète, 71% de la planète. Et forcément, il a un rôle majeur dans le futur. Et dans notre présent déjà, et dans le futur encore plus. Quels sont les projets de Tara aujourd'hui ? Alors on a 20 ans, à 20 ans on a la pêche, à 20 ans on a plein d'énergie, et donc on redouble d'efforts, et les enjeux aussi sont de plus en plus prégnants. Et puis la perception de l'enjeu, de l'urgence aussi change. On voit bien que depuis maintenant 5 ans, on est en train de perdre de vue tous ces enjeux vitaux que sont l'environnement, le climat, la biodiversité. C'est dû aussi à la différence de vitesse de développement des pays, c'est dû à la conjoncture évidemment économique mondiale. Mais il ne faut jamais perdre de vue ces enjeux-là, on en dépend, l'économie en dépend surtout. Et donc il faut redoubler d'efforts, c'est ce qu'on fait. On construit un second bateau avec l'aide de plein de partenaires, notamment de l'État français, pour le déployer au pôle Nord. Le pôle Nord est un océan qui est sous pression très forte de changement climatique, de chaleur, mais aussi de pollution locale. Et ce bateau va être dédié à dériver au pôle Nord pendant les 20 prochaines années, c'est-à-dire des dérives qui vont durer en dérive dans la glace. La glace, en fait, elle bouge, elle est poussée par les vents. Tout ce que vous mettez sur la glace dérive de 10 km par jour, du nord de Tokyo, en passant par le pôle Nord, au nord de Paris. Et cette dérive dure 18 mois, 1 an et demi presque. Donc on va en faire comme ça tous les 2 ans, pendant 20 ans, pour être les témoins, pour prendre le pouls de cet océan. Et ce qui se passe là-haut, c'est ce qui va se passer pour la vie, c'est ce qui va se passer dans les contrées plus au sud, chez nous. Le réchauffement climatique au pôle Nord, il est 3 à 4 fois supérieur à Paris. Donc il y a un vrai enjeu de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer, et d'aller voir, même avant que ça change aussi, parce qu'on va sans doute perdre beaucoup d'écosystèmes, beaucoup de pans entiers de l'évolution de la vie sur cette planète, vont sans doute être changés à cause du changement climatique et de ce qui s'y passe. Donc il y a une urgence à aller voir, à aller témoigner. C'est une question de bien commun, de patrimoine commun, de commun en général en fait. Quand on est à côté des pôles, qu'est-ce qu'il y a de fascinant et d'angoissant à la fois ? La force, je l'ai déjà dit, on n'est rien au pôle. Quand on est dans les pôles et qu'on voit la puissance de la nature, on se dit qu'à l'échelle individuelle, on est vraiment toléré, quoi. Et c'est pas un sentiment qu'on a vraiment tous sur cette planète, l'humanité. On n'a pas l'impression d'être toléré, quoi. On a l'impression d'être dominant. Et que tout ça est un dû. Et je crois que cette humilité qu'apporte la mer, déjà, et qu'apporte encore plus les pôles, faut jamais la perdre de vue, en fait. Et si on arrive à la retrouver, en tout cas, peut-être qu'on fera plus avec la nature plutôt que contre. C'est ce qu'on fait depuis 100 ans. Merci beaucoup Romain. J'en viens à la question rituelle du podcast Les Engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? C'est une bonne question. Moi j'aime bien les engagés qui font pas beaucoup de bruit, qui parlent pas trop d'eux-mêmes et qui parlent surtout de la cause. Et il y en a une que j'aime beaucoup et à qui j'ai travaillé beaucoup dans ma vie avant, qui s'appelle Stéphanie Clément-Grandcourt, qui dirige la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui travaille beaucoup sur les enjeux de transport, mais aussi d'agriculture, qui sont aussi des enjeux complémentaires de la mer. Merci beaucoup, Romain. Je rappelle que vous êtes directeur général de Tara Océan. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.